Voici le moment que vous attendez tous. Oui, on a décidé de vous gâter. On a décidé d'organiser une battle. Ouais, une battle entre deux équipes. Une équipe spécialisée sur le growth hacking. Laura a choisi d'être avec eux. Elle nous expliquera pour quelle raison elle a décidé de faire ce choix. Et puis une équipe sur le social selling. On s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir avoir quelque chose de dynamique, qui donne un petit peu d'envie. Et on va leur demander de se présenter. Et puis, vous allez voir, ça va être très interactif. À la fin de cette battle, vous devriez savoir qui du social selling ou qui du growth hacking est le gagnant. Laura. Merci PPC. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis ravie d'accompagner l'équipe du Growth Hacking. Donc moi, je ne vais pas défendre le Growth Hacking, je vais défendre ceux qui défendent le Growth Hacking. Donc je vais déjà vous les présenter. Ça commence. Je vais déjà vous les présenter. Donc Fred Canevet. Fred, vous êtes blogueur sur conseilmarketing.com. Vous êtes co-auteur de plusieurs livres, dont le Growth Hacking. Je pense que vous l'avez tous vu. Et vous êtes également product manager chez Eloquent. Franck Gauthier, vous êtes un des pionniers du growth hacking en France, puisque vous avez fondé la deuxième agence spécialisée en growth hacking, Digital Corsair. Et vous êtes également formateur en social selling et lead generation. Donc vous savez vous aussi faire les deux. PPC, tu nous présentes l'équipe Social Selling ? Oui, alors moi j'ai une chance folle parce que j'ai une équipe de choc. Voilà, vous les connaissez probablement, c'est un peu les Jennifer et Jonathan Hart du Social Selling. C'est un couple incontournable pour celles et ceux qui veulent réussir avec le Social Selling. J'ai le plaisir de vous présenter Sylvie Lashkar. Elle est auteure du Social Selling expliqué à mon boss. Donc eux, ils ont mis un bouquin. Tu peux mettre aussi ton livre en promo. C'est important parce que c'est une battle en même temps. On va jouer avec armes J'en égales. offrirai deux. J'en offrirai deux aux participants. On pourra vous en dédicacer un exemplaire d'ailleurs si vous voulez, messieurs. C'est intéressant. Et puis le deuxième membre de cette team de choc, on ne le présente plus, c'est Bruno Friedlansky. Il est consultant et auteur de Maîtriser LinkedIn. Ouais, ça, il le maîtrise très très bien d'ailleurs. Voilà. Donc on va demander à chaque équipe de pitcher ce que représente pour eux le growth hacking et le social selling. Laura, the floor is yours. Ton équipe peut commencer à pitcher. Fred, en 90 secondes, qu'est-ce que le growth hacking ? Le growth hacking, en fait, c'est deux mots. C'est growth et hacking. Donc, la première chose, en fait, se dire growth, tout simplement, c'est avoir une méthodologie pour assurer la croissance de son entreprise. Et pour cela, on utilise le framework AR, qui est tout simplement un framework qui va en fait modéliser le cycle de vente. Et l'objectif, c'est tout simplement d'optimiser toutes les étapes. Et la deuxième chose, souvent ce qu'on se dit, le growth hacking, c'est du hacking en priorité. Non, c'est la deuxième chose que je cite toujours, c'est ces fameux trucs et astuces pour aller doper sa croissance. Ok, et maintenant Franck, est-ce que tu peux nous définir le social selling ? Alors, pour moi, le social selling... Vas-y, bon, tout pas grave, on n'est pas dans l'ordre. C'est pas grave, ça arrive. Ouais, ils sont dans la battle. Mais vas-y. Sinon, on fait du growth hacking de la battle, vous êtes en train de growth hacker la battle. Ouais, on est en train de growth hacker la battle. Alors, on va pas se laisser faire comme ça. Bon, alors donc Franck, voilà, donc Fred a donné la définition de growth hacking. Moi, j'ai demandé à Sylvie de donner sa définition du social selling. C'est à toi. Tu as 90 secondes, c'est à équilibrer. Alors, le social selling, c'est l'intégration des réseaux sociaux dans les processus de vente pour faire que les commerciaux soient plus performants dans leur rôle et entrent en relation avec leurs futurs clients de manière continue et soient en relation avec des êtres humains et leur parlent tels que des êtres humains. Moi, c'est très simple. Alors, comme tu veux commencer une battle un peu particulière, on va faire un truc. Moi, je vais demander à Bruno, tu vas nous donner une définition de ce qu'est pour toi le growth hacking en 2 mots, Bruno. Alors moi, ce que j'en ai compris et ce que j'en vois surtout, c'est que c'est une méthode pour aller vite dans la conversation humaine et parfois beaucoup trop vite. Alors là, maintenant, Franck, tu peux répondre sur le social selling. Alors moi, je vais diviser les choses en deux. Il y a 2 formes de social selling. Il y a l'inside selling, qui est l'idée que tu vas poster des choses sur LinkedIn pour augmenter ta notoriété, ta marque personnelle. Et le trigger selling, c'est l'idée que tu vas aller trouver des signaux faibles pour choper du prospect, en fait. Donc il y a vraiment 2 façons de l'aborder.
c'est augmenter sa notoriété et aller trouver du client, en fait. Choper du prospect. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, c'est vulgaire pour toi? Non, je sais pas, vas-y, explique, ça veut dire quoi, choper Eh ben, en fait, tu as deux façons. Tu as faire de l'inbound marketing en social selling, c'est-à-dire faire en sorte que les clients viennent à toi. Et l'outbound, c'est faire en sorte que tu vas aller vers les clients, en fait. Une astuce simple, c'est en fait, par exemple, tu vas voir sur tes concurrents, ils postent un contenu et tu vois dans les commentaires qu'il y a peut-être des prospects potentiels que tu peux contacter toi aussi, les inviter comme contact et leur dire hey, tiens, t'es intéressé par tel truc? Et ben, moi aussi, je fais des choses un peu similaires. Voilà. Moi, j'aime bien qu'on me dise d'abord bonjour. Bonjour. On essaye de me séduire. Pour le coup, tu vois, je verrais plutôt une forme de Tinder plutôt que du hard selling. Tout de suite. La séduction, Jean-Claude Duss qu'on sort apprenne de à ce se corps. connaître avant qu'on me pitch une offre commerciale. D'accord. Qui en plus m'intéresse, mais pas du tout. Donc parce toi, que tu préfères quand un inconnu t'offre des fleurs, en fait? Pour faire connaissance, Oui. plutôt qu'un bon de commande, ouais. Ah, tout commence par des fleurs. Et toi, Sylvie? Des diamants. Ah, direct. Ah oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tous les deux? Non, mais c'est ça. Je pense qu'il faut arrêter de penser que le growth hacking, c'est susciter et être très violent dans la façon dont on aborde les gens. On est aussi dans cette approche, se dire il faut trouver des astuces, des tips pour aborder les gens comme sur Tinder, très facilement et très simplement. Enfin voilà, quoi. Sans faire le Jean-Claude Duss, bien entendu. Qui c'est? Qui sait? Non, tiens, on va faire un truc un peu hacké. Les grands enjeux du growth hacking, selon vous, Fred, toi qui as écrit quand même un ouvrage qui traite vraiment du sujet, c'est quoi les grands enjeux derrière le growth hacking? Alors, moi, j'en vais noter deux, c'est surtout bien ciblé. Puisqu'en fait, moi, je te donne un exemple classique. Dans mon secteur d'activité à moi, grosso modo, qui est l'expérience client et le centre de contact, tu as 15-20 000 personnes. 15-20 000 personnes. Et l'intérêt, c'est d'avoir ces 15-20 000 personnes dans ton réseau et ensuite engager la conversation avec eux et bien sûr améliorer ta visibilité et devenir un expert. C'est là que tu vas véritablement réussir ta stratégie de growth hacking. C'est pas en postant, en faisant 50 000 vues sur un post de dauphin où il faut double-cliquer. C'est pas ça l'intérêt. C'est d'être reconnu comme l'expert dans ton domaine par ces personnes-là. Pourquoi il est des dauphins, Bruno? Clique 2 fois et tu le sauras. Ah, c'est ça, c'est les gros hackers qui font ça sur LinkedIn, c'est ça? Non, c'est pas les growth hackers qui font ça sur LinkedIn, c'est des gens qui font ça sur LinkedIn qui pensent être des growth hackers. Ça n'a rien à voir. Des mauvais ils growth hackers. Alors non, pour le coup, ils pensent être influenceurs. Oui, Parce qu'ils vont avoir plein de likes. On ça. est perdu là-dessus. Alors, quand même, hein, moi, je voudrais faire une comparaison pour que ce soit clair, parce que vous devez être complètement noyés. On a perdu la moitié des gens. Si on fait une comparaison avec la mode, moi, j'ai l'impression que le growth hacking, c'est le grossiste, et le social selling, c'est la haute couture. C'est une bonne comparaison. One point. Qu'est-ce que vous répondez à ça, les garçons? C'est une bonne comparaison, puisqu'en fait, tu as deux manières de faire. Soit en fait, tu fais, c'est ce que disait Bruno il n'y a pas longtemps, toi je lui disais, j'utilise une stratégie qui est vraiment simple. Dans mon réseau à moi, de temps en temps, j'utilise des outils pour recommander l'endorsement de compétences à certaines personnes. Et Bruno me disait, mais pourquoi tu ne le fais pas manuellement? Et tout simplement, c'est une limite physique. C'est la loi de Mark Granovetter qui a dit qu'on peut... Mark Granovetter, c'est assez intéressant. Il a indiqué que tu peux être en relation proche avec un maximum de 150 personnes dans ta vie. Et donc, le plus après, c'est que Google, ou là, dans l'occurrence LinkedIn, qui peut donner plus de visibilité. Donc, si tu ne vas pas chercher ta visibilité, tu ne vas pas y arriver. C'est Dunbar. Ah, la loi de Dunbar, oui. La loi de Dunbar. Exact. Sinon, je connaissais C'est la loi de John Dunbar. McTartin. Tu sais, c'est la loi de la tartine beurrée qui tombe à l'envers. Non, ça mais- c'est la loi de Murphy. Oui, aussi, mais on l'appelle John McTartin. C'est le cousin de Murphy, c'est John McTartin. Voilà. Il est bien connu. Mais en tout cas, c'est important, c'est de se dire que tu as des limites humaines. Ouais. Et comme tu disais, il y a la haute couture, c'est que tu vas aller entrer en contact directement avec certaines personnes et tu fais du sur-mesure. Et après, il y a des choses où tu peux pas en fait te permettre de passer autant de temps là-dessus. C'est comme envoyer un email en one-to-one qui est super efficace, super custom, etc. Et en envoyer un emailing. Les deux sont complémentaires. Tu peux envoyer un emailing et tu peux envoyer une newsletter de masse. Mais au-delà de la comparaison que tu viens de faire, Sylvie, pour vous, c'est quoi les enjeux du social selling? Les vrais, on prend un peu d'altitude, un peu d'hélicoptère view, on y va. En fait, l'enjeu du social selling, c'est d'abord de cibler les bonnes personnes. Donc, on n'a pas besoin de faire du volume. On va trouver exactement qui sont ceux
qui sont les meilleurs candidats à se rapprocher d'une entreprise et à être intéressés par nos solutions, et à créer une relation qui va être continue. Contrairement à une relation qui s'arrête quand on va faire une visite client ou quand on va prendre un coup de téléphone et raccrocher. Et pour moi, il y a aussi un complément, c'est d'être identifié effectivement comme un expert et comme un leader d'opinion et de travailler une influence digitale, c'est-à-dire que le LinkedIn ou les outils digitaux vont nous permettre de prolonger les relations humaines professionnelles qu'on a dans la vraie vie et d'avoir ces outils qui nous permettent d'être synchrones ou asynchrones avec, pour des patrons, des dirigeants, une notion de leadership digital aussi, qui va leur permettre d'embarquer l'ensemble de leurs collaborateurs et de leur écosystème. Alors, je ne veux pas croire que je suis plutôt pour une équipe plutôt qu'une autre. Franck, on ne t'a pas trop entendu sur les enjeux du growth hacking. Non, mais là, pour répondre à ce que dit Bruno, moi je suis assez d'accord avec ça et je pense qu'il ne faut pas... Tu peux venir là, alors tu peux venir dans, tu peux venir dans cette équipe. Si non, mais en fait, je vais tuer tout de suite la battle. C'est que je me tromper, hein, on a le droit. Hein. Les deux ne s'opposent pas. Le growth hacking, c'est le support, ça peut être un support au social selling. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des outils, des aides pour te faire gagner du temps dans le social selling. Avec tout ce qui est dit, moi je suis tout à fait d'accord. C'est juste qu'on va aussi vous aider à aller plus vite avec le social selling. C'est tout en fait. Et pour moi, il n'y a pas de battle à avoir en fait. Hein. On se prend la tête pour rien là. Ah, ça y est, il se rend. Le drapeau blanc. Tu sais que les gens qui sont avec nous ici, ceux qui nous regardent en ligne et ceux qui sont présents, vous allez devoir vous positionner. Sinon, c'est pas très drôle. Donc toi, tu es plutôt la Suisse, toi, c'est ça? Je suis né en Normandie, donc c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, quoi. C'est pas très loin en termes de géographie d'ailleurs, de toute façon, donc on est plutôt bien. Je vais te chicoter un peu, Fred, parce que quand tu as écrit, il y a combien de pages dans cet ouvrage? 300 pages, tu sais, 300 pages de bonheur. Recto, verso, mais ça, ils étaient 3 à l'écrire. Hein. Il y a des dessins, ah je oui, te c'est vrai rassure. que vous étiez 3, donc vous avez fait 100 pages chacun, vous avez commencé comment? Alors, pas vraiment, parce que Grégoire a gros saqué le bouquin. D'accord, il est arrivé à la fin pour mettre son nom, c'est ça? Presque, puisqu'il a sous-traité à son collègue une bonne partie, il a fait la relecture à la fin. On a écrit la première version ensemble, et la V2, on l'a revue avec un de ses collègues. Mais bon, la relecture, c'est très important quand même. Des cas d'usage, dans ton ouvrage, il y a plein de cas d'usage du growth hacking. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns, qu'on partage avec des choses dans ton entreprise? Vas-y. C'est exactement ce qu'on disait il y a quelques secondes. L'important, c'est de se dire, c'est bien d'avoir des relations, c'est bien d'être visible, mais il faut créer l'événement. Et c'est le gros problème avec LinkedIn, c'est que tu es extrêmement dépendant de l'algorithme si tu te bases uniquement sur tes posts. Donc le but du growth hacking, c'est de détourner cet algorithme-là et d'essayer d'avoir une visibilité supplémentaire et surtout, comme je disais, de créer un événement, parce qu'autrement, la personne va voir tes actus, etc., elle ne passera pas à l'action. Donc une astuce et quelque chose qui est vraiment important, c'est ce que j'ai utilisé il n'y a pas plus tard que 2 semaines. J'ai participé à 2 webinaires que j'ai co-animés. Et en fait, j'ai envoyé un emailing sur ma base d'email classique. Hein. Tu as 7000 personnes, tu envoies un email dédié là-dessus. Tu fais quelques dizaines, quelques centaines d'inscrits. Tu fais après une même campagne sur LinkedIn avec un outil comme LinkedIn Helper où tu cibles 2000 personnes. Moi, je ne cible pas des centaines, je suis vraiment 2000 personnes là-dedans. Et je leur envoie un email qui est personnalisé uniquement avec le prénom. Mais je leur dis, tiens, voilà, j'ai un événement qui peut t'intéresser parce que tu es dans tel secteur et tel truc. Et en fait, avec un email sur à peu près 7000 personnes et un envoi de messages ciblés sur LinkedIn, j'arrive à faire à peu près le même nombre d'inscrits. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et c'est super important de bien cibler, puisque j'avais fait il n'y a pas très longtemps un même message, mais un peu plus large. J'avais à peu près 2% de conversion. Là, avec un bon ciblage, tu fais à peu près 7% de conversion des personnes qui s'inscrivent. Donc c'est super important de cibler et créer l'événement pour ne pas dépendre de l'algorithme. Moi, je me tourne vers notre maître à tous concernant LinkedIn, la maîtrise de LinkedIn. Tu confirmes ces chiffres? C'est une bonne confirmer stratégie? Ces chiffres, c'est compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un exemple où il n'est pas en train de vendre. Il est en train de proposer à des gens de venir à un webinaire. Il était gratuit, le webinaire. Bien entendu. Et l'astuce, tiens, l'astuce de growth hacking, quand tu fais ça, les gens vont souvent te cliquer sur le petit bouton like, j'aime, merci, qui sont des réponses automatiques. Et là, tu les attrapes, tu leur dis, si vous voulez de l'aide pour vous inscrire ou vous voulez recevoir le replay, et en fait, tu rajoutes 5-10%. Et en fait, tu crées une relation à partir d'un don, ce qu'on va appeler le don par rapport à ce qu'on utilise comme terme sur le digital. La même technique pour vendre direct, qui est aussi utilisée, mais pas forcément par vous, mais dans l'esprit, quand tu reçois un message qui se veut personnalisé pour te vendre quelque chose, alors que tu ne connais pas la personne, ça, c'est pas bon. Et c'est ça. Je suis d'accord.
Voilà, en fait, ça c'est un mauvais growth hacker, c'est tout. Alors, on est d'accord là-dessus. Si tu On va veux, ce commencer qui à me être gêne... D'accord, on est censé faire une battle. Hein. Je Oui. suis désolé. Mais, si Mais- vous êtes d'accord maintenant, on part tous à la pêche. Mais C'est non, fini. Hein, on joue sur l'émotion. Là, on va se rapprocher, puis après, on va Oui, on refaire va la distance. retrouver une raison. Si tu veux, en fait, ce qui est gênant dans le gros hacking, c'est tout ce qui veut faire croire que c'est une conversation humaine, personnalisée, alors qu'en fait, c'est automatisé. Et aujourd'hui, on a dépassé un seuil de tolérance parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont ni concernés par LinkedIn comme nous, ni concernés forcément par le gros hacking comme vous, qui se plaignent d'être harcelés et les gens partent. Et ça, c'est pas du tout bon. Et il y a quelques minutes, on parlait de permission marketing. Et quand je vais te poser la question, est-ce qu'il réécrirait le livre différemment, le cœur du sujet, à Seth Godin. À Seth Godin, le monsieur qui a écrit le livre Oui, sur le permission marketing. permission et 20 marketing. autres bouquins. Exactement. Le mec Mais moi, est mondialement je suis au connu, toi, premier. Je suis au premier. Et en Ouais. fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le cœur du message, c'est de s'intéresser à l'autre. Et c'est ça la technique pour moi du social selling, c'est s'intéresser à l'autre pour créer une relation humaine, mais comme on le fait dans la vraie vie et comme on l'a fait toute la journée ici. Alors que ça faisait 1 an et demi qu'on Mais pouvait tu as pas. 100% raison, parce que si tu fais les choses mal, Ils tu vont te, finir fais, là, tu, hein. non, mais tu te ramasses un coup de fusil ou une mauvaise réputation. Par exemple, là, pour les emails sur LinkedIn, typiquement, plus d'un message par mois, c'est trop. Moi, je suis à peu près un message tous les trimestres et c'est largement suffisant. Au contraire d'un emailing, sur LinkedIn, les gens, ils pensent que c'est quasiment un SMS ou un message perso. Il ne faut surtout pas abuser et envoyer plus d'un message par mois. Surtout pas. Donc toi, tu recommandes peu de pression, en fait, c'est ça? Exactement. Autrement, les gens vont être harcelés. Et puis voilà, c'est comme tu l'as dit, t'en as marre, c'est insupportable. Et je crois que Franck veut rajouter Franck, quelque chose. Ouais, non, mais ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Et en fait, nous, on pâtit en fait d'une mauvaise image du gros hacker à cause de ce genre de messages. Moi, je suis très fan de l'idée. Il ne faut pas brusquer les gens. Tu vois, faire l'inside selling, c'est de se dire j'ai une stratégie de contenu, je poste sur LinkedIn et tout. Et le gros hacking va être là de te dire bah, écoute, tous les gens qui commentent, qui like, on va pouvoir automatiser l'enrichissement dans un CRM social, tu vois, avec un outil. Et du coup, ça va fournir une base aux commerciaux en allant voir ces gens-là en disant tu vois, ça fait 4 fois que tu me likes. Voilà, et pas les brusquer en envoyant un message tout simple simplement où il y a une variable qui diffère des autres, c'est le prénom. Et est-ce que tu veux acheter mon truc? Ça, c'est horrible. Ça, c'est. Donc en fait, on peut réconcilier les deux, puisqu'on est bien dans une approche humanisée d'abord, pour ensuite automatiser ce qui est automatisable, Gagner mais du sur temps. la base d'intérêts déclarés par les gens. Donc en fait, on est d'accord. Non, Sylvie n'est pas d'accord. En fait, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que tous les termes que vous Pas trop employez sont quand même des termes très marketing. Hein. Le gros hacking se rapproche quand même du marketing et le support que le marketing peut proposer à des forces de vente. Le social selling, même s'il s'adresse à une cible étendue de gens dans l'entreprise, premièrement s'adresse aux commerciaux qui ne font pas de marketing. Donc, ils peuvent effectivement se servir de marketing au titre de campagne. Donc, ça peut être du gros hacking ou autre chose. Et ensuite, utiliser les médias sociaux dans leur processus de vente comme ils le feraient dans la vie. C'est une extension digitale d'eux-mêmes. Il n'y a pas de raison qu'ils changent de comportement. Ils ne vont pas se mettre à faire de l'emailing, les commerciaux. Hein. Oui, quelqu'un dans la salle me disait gros hacking, c'est un peu bourrin. Non, tu partages, Bruno, ou pas? Ça peut l'être, mais il y a aussi des social sellers en mode bourrin. Hein. Ah, l'un n'empêche pas l'autre. Ah, mais D'accord. non. Ah, voilà. Tiens, viens par là, Bruno. Donc ça, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est important, ça va mettre tout le monde d'accord, quoi. C'est quand même dans la façon Je de peux faire répondre que ça à ça? Vas-y, cadeau. J'ai eu un Toi. client, moi en fait, ils étaient 3 commerciaux, ils avaient un ciblage et tout, et donc il y avait une vraie stratégie de contenu qui avait été mis en place sur LinkedIn, mais les commerciaux n'ont absolument pas le temps en fait de qualifier en fait les leads dans cette stratégie si tu veux, de contenu. Donc nous, on intervient en les aidant sur ça, et eux, du coup, ils récupèrent en fait cette qualification de lead par toute cette stratégie. Et au lieu de contacter 3 personnes par jour, c'était 10, mais de façon hyper personnalisée. Donc ça rejoint l'idée que le selling, tu as toujours en fait une relation entre le marketing et le selling à faire. Et le gros hacker, c'est le supra-support qui t'aide en fait à optimiser tout ça, quoi. Commence à m'intéresser là, c'est pas mal, j'apprends des choses, c'est plutôt bien, j'espère que vous aussi vous apprenez plein de trucs. Alors, tu as le micro, je vais te demander de nous parler d'un cas d'usage dont tu es vraiment le plus fier.
T'as pas honte d'en parler à tes parents. Un truc que tu te dis, ça, j'ai fait du bon boulot, du bel ouvrage. Il peut pas, ils savent pas qu'il est gros hacker. Non, Il n'ose pas dire ne sa dis mère. pas à ma mère que je suis gros hacker, elle croit que je suis pianiste, c'est ça. Typiquement, Exactement. ça a été cet exemple où en fait à la base le client était persuadé, en fait il vendait une solution de business intelligence. Il était persuadé que son client c'était un contrôleur de gestion. Donc les 3 commerciaux, on y va, Franco, on fait un truc, contrôleur de gestion, on y va. Donc on leur montre toutes ces données de leads qualifiés en disant c'est bizarre, ça prend pas terrible sur les contrôleurs de gestion. Ils font leur travail de commerciaux avec ça et là on voit un truc flagrant, c'est que c'est pas du tout leur client, c'est leur ennemi. Ils vendaient un produit qui mettait en danger leur poste. Et donc grâce à ça, ils ont appris que c'est pas le contrôleur de gestion qu'il faut cibler, c'est le DAF ou le CEO. Et donc là on a complètement pivoté, revu la stratégie digital marketing en termes de contenu. Et eux, ils ont adapté leurs discours commerciaux grâce à ce qu'on leur fournissait en lead, tu vois. Et là, au lieu d'avoir passé des millions en publicité, en quelques actions automatisées, ils ont tout de suite vu qu'ils s'étaient plantés dans le ciblage du persona, tu vois. D'accord, pas mal. Vous avez un cas d'usage intéressant, un truc dont tu es fier, Bruno. Moi, j'en ai un où j'ai accompagné un client pendant un atelier. La fille m'expliquait, elle était consultante dans une ESN. Elle m'expliquait qu'elle avait. Alors, on était en plein Covid, donc les événements, il n'y en avait pas. Ils étaient digitaux. Et elle avait un événement digital avec une page faite sur LinkedIn de l'événement qui se présentait. Et ben, je lui ai dit tu te connectes, tu regardes qui y va et tu prends contact avec eux en leur disant que toi aussi, tu participes à cet événement en ligne pour prendre contact. Et elle m'a remercié après parce qu'elle a réussi à prendre contact des gens qu'elle n'arrivait absolument pas à joindre. Et comme c'était digital, elle les a vus, elle s'est connectée avec elles et elle a pu nouer cette relation commerciale sur un point d'accroche qui était non pas une vente, mais une participation à un événement. Tout ça à la main. Ça à la main. Bon, comme on est bons joueurs dans mon équipe, on va vous donner un truc qui fait que le social selling, ça ne marche pas. Un échec. Tu peux nous donner un exemple d'un échec du social selling? On leur demandera la même chose après, mais c'est Laura qui va s'en occuper, tu verras. Ouais, y a un échec classique, c'est des commerciaux commerciaux bourrins. Écoutez, parce que ça vous concerne. C'est important. Qui vont arriver à se connecter à tout un tas de personnes et immédiatement vont envoyer un message commercial en proposant de faire découvrir les solutions, etc. Ce qui est extrêmement effrayant pour celui qui reçoit ce message et qui, en général, coupe net la relation. Donc ça, c'est un fail fast du social selling. On a parlé aussi des gros hackers bourrins. Donc oui, on a aussi du fail fast côté gros hacker. Ça, pour moi, que tu fasses du gros hacking, que tu sois commercial, moi, j'en reçois des messages comme ça tous les jours et je mets à la poubelle aussi pareil. Parce que c'est pas adapté. C'est pour ça que moi, mon premier message que j'envoie en automatique, mon premier message, c'est un message de passion. Et ce qui est vrai, je dis, je suis passionné par l'expérience client et j'ai d'ailleurs écrit une BD. Non, là, Fred, on a demandé un échec. On a mais attends, après je vais te mettre l'échec. Après, tu essayes de ne pas répondre à la question. Après, je essaye de ne pas répondre à la question. Ah non, il contourne. Il veut passer en dessous, au-dessus. Non, Fred, le premier message automatique, bien, mais sauf qu'en fait, tu vois, tu as pas mal de gens, alors je sais pas pourquoi sur LinkedIn, ils mettent le nom et le prénom à l'envers. Alors pour nous, c'est vachement emmerdant parce que forcément, quand tu fais un message automatique avec nom, prénom, bam, tu te fais griller. Et là, c'est pas génial. Et c'est pour ça en fait que moi, souvent, le premier message est automatique, mais le deuxième en fait est envoyé par mon assistante. Alors c'est une assistante offshore et qui en fait gère à ma place le deuxième message, enfin le message de réponse quand la personne a accepté mon message. Elle a un petit message et elle met bien le nom, prénom et elle met le nom de la société. Ça aussi qui est super dur, qui est quasi inautomatisable, ou alors tu te plantes tout le temps. Et en plus, elle rajoute 3 petites photos de la BD. Et donc, en fait, tu vois, grâce à ça, bim, ça fait naturel, alors que c'est de l'automatisation. Oui, mais c'est pas un échec. C'est toujours pas un échec. C'était un échec parce que je me suis pris les pieds dans le tapis avec cette histoire de nom-prénom. De nom-prénom. Si c'est un échec, parce qu'il ne lui parle pas de ses problèmes, il ne lui parle pas du client, il parle de lui. Il nous parle de son problème technique, là, il ne parle pas de ça. Alors, je vous donne un conseil. Vous êtes 15 623 personnes en direct en ce moment. Wow. Changez votre prénom et votre nom. Voilà, vous allez voir comme c'est. Il y a une autre astuce. Tu sais que ça ne marche plus parce que maintenant, il y a des outils intelligents qui arrivent à les remettre dans l'ordre. Ou aussi, tu sais, des fois, tu as des prénoms où tu oublies de mettre la majuscule de ton... Et les outils, maintenant, arrivent en fait à corriger ça. Mais une astuce, tu mets un emoji ou quelque chose à la fin de ton prénom dans la case prénom. Parce que si quelqu'un vous parle, vous dit bonjour Bruno, il va écrire bonjour Bruno. Et moi, il y a une coche. Il ne va pas venir bonjour Bruno avec le smiley
s'il y a le smiley, c'est automatisé. Exactement. Et il faut bien pouvoir repérer les messages automatisés des messages non Le automatisés. mieux, c'est quand on reçoit un message, bonjour prénom. Ah, Ça, c'est un gros fail aussi, ça, que c'est mal paramétré. C'est bonjour, first name. Oh, t'as oublié une parenthèse, t'as oublié un truc. Alors, Ça. moi, je voudrais pas lâcher Fred parce qu'il a essayé, Ouais, il a de essayé. nous la jouer comme ça. En vrai, un échec, tu t'es planté sur du gros hacking ou tu as vu quelqu'un qui s'est planté vraiment sur du gros hacking. Pour de vrai, un échec. peux balancer pour les de, autres. pour de vrai, Fast, alors, pas de nom. Hein, pas de nom, par non, contre. mais ça arrive tous les jours. C'est le mauvais ciblage. Et ça, c'est le mauvais ciblage, c'est pénible. C'est en fait quand tu vas extraire ta cible pour envoyer un message automatique. Et en fait, la recherche de LinkedIn, ça marche bien sur les 5, 10, 20, 30 peut-être premières pages sur 100. Et parfois, ça m'est arrivé de faire tourner la machine. Allez, les 100 premières pages, bam! Et là, tu te retrouves avec des gens qui sont totalement hors cible parce que dans le prénom, il y a expérience, il y a client, il y a relation. Et tu envoies une invitation à une assistante ou une hôtesse d'accueil qui est... parce que souvent, les hôtesses d'accueil, elles se qualifient comme l'expérience client, la relation client. Et tu l'invites à un webinaire sur comment améliorer l'expérience client de son entreprise. Bon, là... Ou un salon sur la vente de missiles, c'est ça? Non, mais voilà, tu as le ciblage, c'est pour ça qu'il faut toujours repasser derrière et tu vas dans ta liste ou à tes concurrents. Tiens, aussi, les concurrents sont très contents quand tu les invites à tes webinaires. J'ai l'impression que Franck veut rajouter un exemple Ouais, d'échec. sur le ciblage, il y a une chose aussi, vous savez, dans les filtres avancés de recherche, il y a une chose que les gens comprennent pas, c'est que les filtres sont très mal faits de la part de LinkedIn. Et souvent, en fait, on se dit, je crée un filtre en disant, je veux la direction, des trucs comme ça. Et en fait, tu te retrouves pas du tout avec les bonnes personnes. Parce que l'algorithme de LinkedIn, là-dessus, et il faut vraiment s'en méfier, c'est horrible. Donc souvent, ce que je dis souvent, c'est regarder la première page et la dernière. Et regarder si c'est bien les bonnes personnes avant de commencer à automatiser. Parce que là, vous vous retrouvez des fois avec des drôles de surprises. Hein. Merci. Là, on a eu des vrais échecs. Là, c'est bien, vous avez parlé un peu, les gars, c'est pas mal, parce qu'au début, on avait beaucoup de mal. Histoire de... Il n'est pas du tout partial, hein, pas vous du avez tout. remarqué. Non, mais je vous l'ai dit, hein, histoire de faire marquer des points à mon équipe, parce que moi, je les engage. Bruno, Sylvie, c'est quoi les échecs du growth hacking, selon vous? C'est les on échecs, est entre nous, on parle pour de vrai. Hein. C'est les échecs dus à tout type d'automatisation. Quand on parle de LinkedIn, LinkedIn n'est pas un outil pour faire du marketing. Hein. C'est un outil, c'est une grosse base de données, effectivement, mais c'est pas du tout fait pour faire du marketing de masse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'algorithme ne pousse pas ce type d'action. Donc les erreurs de l'automatisation, c'est quoi? C'est qu'on a du mal à personnaliser, on a du mal à prendre chacun au cas par cas et personnaliser selon ses besoins, son contexte, ses intérêts. Et finalement, établir une relation, on peut établir une relation avec 5, 10 personnes. Voilà, vous qui êtes dans la salle, je peux établir une relation avec vous. Après, ça devient un peu compliqué. Donc le problème c'est que c'est les problèmes du marketing habituel. Enfin voilà, c'est ça. Alors moi j'ai quand même l'impression que c'est mon équipe qui a plus envie de faire un pas vers l'autre. Donc c'est nous qui j'ai pas cette impression là. Moi j'ai l'impression qu'on est plus ouvert d'esprit. Moi j'ai l'impression que Franck voulait être avec nous parce qu'il voulait gagner. Tu vois, donc voilà. Et donc moi j'ai une question pour vous. Moi je pense que les deux sont compatibles en fait, et je crois que vous êtes d'accord avec ça. Donc comment est-ce qu'on pourrait commencer à faire un pas vers l'autre et à mieux travailler, à mieux concilier ces deux stratégies que je pense complémentaires? Moi, ce que je dis souvent, c'est en faisant qu'on s'en rend compte. Je pense qu'il faut vraiment mettre en pratique ce qu'on peut vous apporter en termes d'automatisation. Comme je le redis, on n'est pas en train de faire du mode bourrin, on est plus en train d'essayer de vous faire gagner du temps. Donc je pense qu'il faut aussi pas vous tromper dans à qui vous adressez en termes de growth hacker. C'est sûr que si vous allez vers quelqu'un qui vous dit je te fais de la prospection automatisée, ou le premier message c'est que je commence à te vendre le truc et je me trompe dans le prénom, c'est-à-dire que là vous allez avoir un mauvais ressenti, vous allez dire le growth hacking j'en fais plus jamais. Sauf que quand vous travaillez avec normalement un bon growth hacker, on est censé quand même concilier les deux et vous apporter du temps en fait. C'est surtout ça. Fred, quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, comme je disais, c'est faire de l'humain. C'est vraiment important. Je parlais tout à l'heure de premier message automatique, deuxième par mon assistante, mais dès qu'il y a une personne qui me laisse un petit smiley ou un merci ou n'importe quoi,
typiquement, c'est moi qui réponds tout le temps. Mon assistant, je lui dis non, mais dès qu'il y a quelque chose qui est manuel, c'est moi qui gère. Parce que ça peut être des collègues, des concurrents et tout ça. Et comme on dit, on peut très bien se griller en 5 minutes son réputation, en plus avec un grand compte ou un prospecting. Donc, il ne faut surtout pas trop automatiser. Il faut penser aux gens et aux personnes. C'est comme publier du contenu qui est orienté, je pousse mon information à moi, ça ne passe pas. Et moi qui suis blogueur depuis très longtemps, j'ai vraiment dû faire un switch psychologique et pour ne plus publier des articles qui sont « j'ai sorti le top machin, voici, découvrez mon truc », mais en posant vraiment une question et s'intéressant aux gens. Et ça, c'est vraiment une clé. S'intéresser aux gens, on devrait pouvoir se retrouver là-dessus. On retourne au manuel, en fait. Hein. En fait, s'intéresser aux gens, oui, manuellement, et c'est après, une fois qu'on a bien compris ce qui fonctionne, qu'on a bien compris à qui on parle, comment on peut les qualifier, comment on a initié une conversation à travers l'outil LinkedIn, qu'on peut effectivement mettre en place des outils qui vont nous faire gagner du temps. Et aujourd'hui, tant qu'on le fera avant, c'est-à-dire si on veut automatiser les relations humaines, a priori, ça ne s'automatise pas. Or, on commence avec des inconnus à automatiser alors qu'on devrait faire l'inverse. Et là, on pourra effectivement se concilier. Super. Alors, c'est peut-être un peu le moment où on peut faire un peu un point. Vincent, reste là parce que je crois que tu as une question à poser sur cette table ronde. On peut faire un point peut-être avec celles et ceux qui sont présents avec nous. Vous avez été convaincus, vous avez des questions à poser aux deux équipes. On vous écoute. Je ne sais pas si... Tu peux leur poser une question. Je peux leur poser une question. On va faire l'inverse. On va vous poser une question. Je ne sais pas si on peut faire passer un micro dans la salle pour celles et ceux qui sont là. On voudrait prendre leur question. Vas-y, c'est J'ai une question pour vous. Qui a déjà reçu un message direct en message privé qui n'était pas du tout pour lui parce que c'était certes peut-être personnalisé, mais pour des produits, des offres qui, ça doit être tout dont le temps, vous n'êtes ni responsable ni intéressé. Vous pouvez lever le bras. Alors, je ne vois que... Vous n'en pouvez lever qu'une main à la fois, s'il vous plaît. Parce que même si vous en avez reçu 10. Oui. Non mais là, non mais c'est trop facile de tout ramener au mauvais gros hacker. C'est pas vous réveiller, vous pouvez lever la main aussi. C'est pas une question comme de le mauvais. chasseur. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je sais pas si c'est bon pour vous. Le gros hacker, tu vois, il prend LinkedIn et il tire, et le beau. Bon. Il y a une question, Stéphane a une question. Est-ce que tu es convaincu, tu votes plutôt pour quelle équipe? Tu es au milieu? On est en terrain neutre? Gros hacking, hein. Je vais être très clair. Non, je plaisante. Ma question. C'est social selling. Alors, ma question, justement, est-ce qu'on peut faire du social selling sur LinkedIn en B2C et est-ce qu'on peut faire du growth hacking en B2C? Qui veut répondre? Ça, c'est ma première question. Moi, j'en ai d'autres. Bruno. Du social selling en B2C, ça existe déjà depuis la nuit des temps. Ça s'appelle la relation client. La réponse est oui, c'est ça? Oui, mais ça existe. C'est pas du social selling, c'est de la relation client. Donc ça existe déjà, pas forcément sur LinkedIn, puisque c'est plutôt un média B2B. Donc c'est en ça où je réponds, où les gens veulent effectivement avoir cette démarche en B2C, et ça existe déjà. Le growth hacking, en fait, c'est pas que lié au social selling. On peut faire du growth hacking sur tout. Donc oui, du growth hacking B2B, B2C, on en fait énormément, ça c'est sûr. Sur LinkedIn. On va pas arriver à vous départager, quoi. Alors deuxième question, Fred a parlé de méthodologie pour le growth hacking, hein, le framework 2A, 3R. Finalement, est-ce que le social selling ne serait pas qu'un tout petit canal qui viendrait finalement alimenter cette méthodologie? En fait, oui, le principe, c'est d'identifier un carrefour d'audience. Un carrefour d'audience, c'est où est-ce qu'il y a les prospects types. Et ton prospect type, il peut se retrouver sur LinkedIn, il peut se retrouver sur Facebook, il peut se retrouver sur Instagram, il peut se retrouver sur Google, il peut se retrouver n'importe où. Et en fait, tu dois identifier ces fameux canaux et dire, mais comment je peux exploiter de manière intelligente ce canal-là? Et c'est vrai que c'est comme se dire, voilà, j'ai une base de contacts sur LinkedIn, je me contente de faire de la publication alors que je pourrais leur envoyer un message directement ou les inviter à me laisser leur email sur un webinaire, par exemple. Donc, c'est le gros hacking qui gagne. Oh, je dirais que peu importe, c'est pas une opposition, c'est que tu peux faire du social selling sans faire de gros hacking, tu peux faire du gros hacking sans faire de social selling en utilisant d'autres canaux. Les deux sont utilisables ou pas utilisables. Oui, mais à bout d'un moment, là, parce que moi, vous êtes d'accord, on peut faire l'un, on peut faire l'autre. Une marque, un annonceur, il n'a pas des budgets extensibles, il doit choisir son camp, il fait comment?
Il fait comment? Ça va dépendre de sa cible, de son offre. En fait, il n'y a pas de doctrine à se dire c'est growth hacking ou social selling ou les uns. En fait, c'est en fonction de qui tu es et à qui tu t'adresses, en fait. Et oui, mais le social selling, c'est des humains qui parlent à des humains. Donc une marque, si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle implique ses collaborateurs, ses dirigeants, pour parler à d'autres humains. Et c'est là tout un des problèmes, c'est qu'on a reproduit sur LinkedIn pour des humains les process qu'on faisait, notamment en email marketing, puisque j'ai travaillé en email marketing, que les marques faisaient avant. Et on a fait un copier-coller. Et ça, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai, parce que par exemple, les commerciaux, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile. C'est compliqué d'automatiser les choses parce qu'ils n'ont pas ce principe-là, c'est plutôt du relationnel, ils ont d'autres choses à faire. Et je sais que c'est comme tu le disais, c'est plus du marketing qui fera du growth hacking qu'une équipe de commerciaux parce que voilà, ils ont pas, c'est pas le même métier, c'est pas la même occupation, etc. Et pour se réconcilier, en fait, il faudrait travailler ensemble parce que tu as des campagnes très bonnes peut-être de growth hacking, les commerciaux ne sont pas au courant, mais c'est sur leur profil que c'est envoyer les messages, ils répondent pas quand on leur répond qu'on est intéressé. Bon, donc qu'est-ce que vous allez faire tous ensemble là? On se quitte, il nous reste un peu plus de 3 minutes à peine. Vous allez faire des choses ensemble, ça vous a donné envie de bosser ensemble les uns les autres? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pas, comme je le disais, c'est pas une opposition, c'est une manière de faire et on peut ne pas utiliser de growth hacking et faire du social selling avec un très grand succès et inversement, il n'y a pas d'affrontement, c'est un choix. Et le vainqueur, ça serait pas l'inbound marketing? Et voilà la prochaine battle. Growth hacking, social selling, inbound marketing. Oui, Stéphane a écrit plusieurs bouquins sur l'inbound marketing. Est-ce que tu as été convaincue, Sylvie? Pas encore. Je demande à voir. Je pense que de manière évidente, un bon marketing et des bons commerciaux doivent travailler main dans la main. Sinon, ça ne marche pas. Les commerciaux doivent faire partie de l'approche des campagnes de growth hacking ou autres et être impliqués. Et c'est un éternel échange en fait entre les deux. Et c'est ça qui marche. Il ne faut pas transformer les commerciaux en marketeurs ou en growth hackers, il faut les impliquer dans les process pour qu'ils se les approprient et que les outils qu'on leur propose ou les démarches qu'on leur propose, eh bien, elles soient utiles parce qu'ils vont pouvoir faire leur vrai job de commerciaux, c'est-à-dire d'avoir une conversation avec d'autres professionnels. 100% d'accord, parce que autrement, ce qui se passe et ce qui est déjà arrivé, c'est que le client il se dit mais arrêtez de me harceler, j'ai reçu un message de Frédéric, j'ai reçu un message de votre part, mais arrêtez, je sais que vous faites un truc, mais je suis pas dispo. Voilà, donc il faut le mettre au bon niveau le curseur et travailler intelligemment, donc on a dit marketing et sales. C'est pas mal ça. Donc finalement, bon, vous êtes amis quoi maintenant, donc pour la vie. On n'a jamais été ennemis. Hein. Non, mais vous êtes amis pour la vie, d'accord, génial. On peut regarder peut-être s'il y a d'autres questions. Ouais, non, puisqu'il nous reste 1 minute, vous avez penché pour quoi? Alors peut-être juste une petite chose, c'est qu'on a parlé aussi beaucoup d'automatisation. N'oublie pas aussi que dans le growth hacking, tu peux faire de l'humain, je l'ai précisé, tu peux le faire donc, soit par un assistant, il y a pas mal de gens qui délèguent aussi ça, ou par un community manager, ça marche aussi. Hein. Comme ça, tu concilies un petit peu l'aspect humain et l'aspect automatisation. Et je vais juste aussi finir en disant qu'on peut faire aussi du growth hacking offline, parce que ça a même démarré comme ça, et que donc ça nous fera plein d'autres sujets sur le growth hacking pour Inbound Marketing France l'année prochaine. Pas mal ça comme conclusion, merci beaucoup. Oui, merci à vous tous, merci d'avoir été présents. Merci à tous les 4, bravo. Merci. On peut les applaudir. Ouais, c'était pas facile, hein. C'était pas facile quand même, et ils s'en sont très bien sortis. Merci Laura. Merci PPC. C'était chouette. Et à très vite, merci à vous tous. Sylvie, on est d'accord, on a gagné. Absolument. On est d'accord, vous avez gagné. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Merci à tous. Non, c'est mon équipe qui a gagné. Non, tout le monde a gagné, PPC. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. L'école des fans. Oui, exactement, c'est l'école des fans. Jacques Martin sort de ce corps. On y va. Merci. Merci, au revoir.